Bonjour et bienvenue à tous donc pour cette 11e vidéo consacrée à l'analyse d'Akira, le manga de Katsuhiro Otomo. Comme toujours, je vous conseille de voir donc les vidéos antérieures afin de mieux comprendre tout ce qui est dit. Vous aurez tous les liens nécessaires en description. Avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais faire part d'un oubli que j'ai effectué dans la vidéo antérieure. Donc en fait, c'était durant le dialogue entre Kei et le colonel dans le temple de Miyako. Donc voilà ce que je disais. Le militaire lui annonce alors que lui se trouve ici, à Neo-Tokyo, afin de terminer un travail qui nécessite Sol pour être accompli. Éliminer Tetsuo. Même si nous le pressentions déjà, et pourtant sur la vignette, il est clairement mentionné donc, que le colonel dit qu'il souhaite éliminer numéro 41 avant qu'il ne devienne un nouvel Akira. Voilà. En fait, j'étais parfaitement conscient de cet oubli, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, mais vu que je vais refaire une brève allusion à cette phrase, on va dire, dans la prochaine vidéo. Donc je voulais juste apporter donc cette correction. Donc bien sûr, je ne peux pas changer la vidéo, mais par contre, dans le PDF final, hein, au niveau de l'écriture, la correction a été effectuée. Voilà donc pour cet oubli. Donc dans la vidéo antérieure, on s'était arrêté lorsque Kei était en pleine confrontation contre le colosse de l'Empire. Elle était mal en point, et elle a été sauvée in extremis par le colonel. Et donc on avait terminé la vidéo sur un soleil couchant depuis la plante d'Akira. Une vue aérienne sur le porte-avions américain pour introduire cet épisode 80, sorti dans les pages de Young Magazine le 17 novembre 1986. Balayé par une lumière rasante, sûrement celle du crépuscule si l'on se conforme à la chronologie actuelle, son état apparent, plutôt clean et structuré, nous prouve que le récent tsunami ne fut pas aussi dévastateur. Un visuel perspicace qui démontre encore une fois l'incroyable maîtrise d'Otomo pour élaborer des engins de guerre. Cependant, nous pouvons y remarquer une erreur sur le jeu d'ombre de deux avions en bas de l'image. Négligence, précipitation, peu importe, la hauteur du point de vue nous permet de passer à côté et de seulement nous laisser vaguer par la beauté de cette image. Le soleil offre ses derniers rayons sur l'horizon maritime. Des pas tramés se déplacent avec vigueur dans les couloirs du porte-avions qui tanguent délicatement sur les eaux salées de la baie. Mike, le faciès préoccupé, rejoint les scientifiques pour leur annoncer la venue imminente d'une unité spéciale afin de tuer Akira. Vexés de ne pas avoir été prévenus d'une telle opération, tous souhaitent s'entretenir avec l'amiral et d'en savoir un peu plus sur ses forces armées. Sur près d'une page, le militaire monopolise la parole, confirme les faits, se justifie et atteste qu'il veut seulement anticiper pour ne pas être pris au dépourvu. Bernardi s'interroge alors sur la place qu'auront leurs rapports sur les décisions finales. L'amiral lui ratifie qu'ils seront écoutés et considérés au tout premier plan. Ceci n'empêche pas aux autres scientifiques d'être sceptiques. Envoyer une offensive contre Akira ne provoquerait que des morts inutiles. Mais le chef des armées est confiant. Ses soldats sont bien préparés. Et, sous une image digne d'une production hollywoodienne, il affirme que ce sont de grands patriotes. Et le sourire déluré avec lequel il prononce cette phrase introduit parfaitement bien cette nouvelle relation qui nous est présentée entre science et militaire. On sent la première inquiète, perplexe, prudente, alors que le second paraît catégorique, inconscient et emporté par une seule finalité, celle de faire parler la poudre. Si cette dynamique perdure, il ne fait aucun doute que, dans un futur proche, les dégâts collatéraux seront de mise à Neo-Tokyo. Sous son orgueil insondable, on imagine l'amiral prêt à raser intégralement la capitale pour uniquement éliminer numéro 28, respectant ainsi la grande tradition hollywoodienne. Aux abords du quartier général, baigné dans une obscurité totale, le militaire est de garde. Il est rejoint par Kai, venu savoir si tout va bien. Ils observent alors au loin, tout près d'un feu de camp, quelques sbires de l'Empire, complètement camés, en train de grailler comme des zouaves. L'adolescent affirme que ceux-ci restent auprès de Tetsuo juste pour la consommation de cette drogue, elle-même fabriquée par le colonel dans le passé. C'est très intéressant de voir, au travers des paroles du jeune homme, comment tout gravite autour de numéro 41 et de ses actes. Tout est de sa faute, c'est incroyable. Il est accusé à tout bout de champ, sans réflexion préalable, comme s'il était la réponse ultime à toute croyance. Et la deuxième condamnation qu'impute Kai aux militaires frise le ridicule, surtout quand on traîne avec le Joker, un junkie réputé. Nous savons tous que la drogue créée par l'armée n'était en rien récréative.
Au contraire, une seule injection pouvait provoquer la mort définitive. Au final, j'ai l'impression que Kai a la lourde charge d'être le porte-parole du peuple, le divulgateur des commérages ambiants, le dramaturge du quartier. Il ne fait que répéter ce qui se raconte, ce qui se murmure, ce qui se colporte au sein de cette société décrépitée. Et ce n'est pas une tâche aisée à assumer, mais notre adolescent est tellement ingénu et arrogant qu'il remplit parfaitement bien ce rôle. À l'intérieur du QG, Kei est allongée sur un lit. On constate qu'elle a eu droit à des faveurs que même Chiyoko ne put obtenir. Kaneda est à ses côtés, le visage songeur, le regard empli d'inquiétude. Il est interpellé par les appels de Kai. Les deux jeunes conversent un moment. Pendant ce temps, le docteur s'acharne à préparer la Security Bowl. Il ronchonne, car il aimerait bien fumer quelques clopes. C'est impressionnant de voir à quel point cet homme a le cœur sur la main, toujours disponible, toujours prêt à rendre service. Où trouve-t-il la force pour offrir un tel dévouement? Qu'est-ce qui l'oblige à rester ici et à répondre aux caprices d'une bande de jeunes pandards? Nul doute qu'il doit être animé par sa déontologie scientifique. Et tout ceci fait de lui un personnage vraiment très attachant, qu'il est d'autant plus si l'on subodore que sa présence n'est due que pour des facilités scénaristiques. Dans la nuit bien entamée, une flopée d'hélicoptères atterrit sur le porte-avions. Depuis la tour de contrôle, les chercheurs regardent, attentivement. Le chef des armées est à l'extérieur. Il accueille ses soldats qui viennent se poster face à lui, effectuant leur signe de salutation. George Hawk observe aux jumelles et est sidéré. Ce sont des gamins. L'amiral veut envoyer des enfants à Néo-Tokyo, s'exclamera-t-il. Au petit matin, nous retrouvons Kaneda et le colonel, côte à côte, en train de porter Kei et Chiyoko, toujours inconscientes. Le jeune garçon demande à son majeur pourquoi il ne les accompagne pas. Ce dernier prétend avoir des choses à régler, des choses qui sont en rapport avec numéro 41. Ils installent les deux femmes à l'intérieur de la Security Bowl, dans une image bouillonnante de détails. Le scientifique explique les commandes de l'engin à l'adolescent, et Kai fait son entrée, en moto. Le militaire tend à Kaneda une mitraillette. Le jeune sourit. C'est juste ce qu'il lui faut pour perforer Tetsuo. Décidément, ce dernier est le centre de toutes les intentions. Et on sent très bien que Kaneda se laisse facilement emporter par les suspicieux commérages. Les deux jeunes prennent la route, à fond la caisse, sous le regard optimiste du colonel. Kaneda se familiarise avec les commandes de l'engin. Il semble s'amuser. Après avoir bousculé les quelques soldats rebelles qui isolaient dans le coin, il s'éloigne silencieusement, laissant le QG derrière eux, dans une image lourde et symbolique. Dans les rues de la capitale décapitée, un cortège fait son apparition. Des partisans de l'Empire qui s'approchent de l'esplanade afin d'obtenir leur ration de bouffe. Migite est là, à superviser, mais il semble contrarié par la présence de si peu de monde. L'un de ses acolytes lui dira même que le nombre de fidèles ne cesse de décroître depuis quelques jours. Soudain, il observe un homme, légèrement en retrait, marchant seul. Il ordonne à ses sous-fifres d'aller le chercher. C'est ce qu'ils font et finissent par le neutraliser. Il a du pain frais à l'intérieur de son sac. Avec menace, Migite l'interroge, et le fuyard avoue que cette miche lui a été offerte par Miyako, car cette dernière prétend que la nourriture de l'Empire est remplie d'une drogue nuisible. Notre Golden Boy, fou de rage, piétine le bricheton. Il prend conscience que l'influence de la vieille est de plus en plus grandissante. Mais tout se fige à l'entente d'une acoustique inappropriée. Migite porte son regard vers les cieux et observe un SH-60 qui est en train de survoler la cité en ruine. Depuis les hauteurs d'un édifice, Yamada allume un fumigène, semblant indiquer sa position. L'homme oiseau vocifère son cri d'alerte et dévoile la présence de l'espion. Migite, persuadé que ce sont des secours à destination de Miyako, arme sa course. Dans une image sublime, à l'arrière-plan tramé pour renforcer l'ambiance suffocante de Néo-Tokyo, l'hélicoptère s'approche de Yamada et lui largue un colis. Le paquet, soutenu d'un parachute, amorce sa tombée, mais passe entre les mains de l'Américain et poursuit sa dégringolade. Ce dernier, contrarié, se dépêche de descendre jusqu'à la rue. Le chargement s'écroule très vite à terre, sans même rebondir, et est récupéré par une bande de gamins qui tentent de l'ouvrir. Mais Yamada surgit d'une fenêtre et, voyant Ryu auprès des mômes, somme de ne rien toucher. Cela pourrait exploser. L'ancien anarchiste ordonne aux mioches de se barrer et presse l'espion de lui révéler le contenu de ce paquet. Mais Yamada change de visage et fait comprendre à Ryu qu'il ferait mieux de déguerpir. Décidément, cette cargaison, tout juste réceptionnée, doit renfermer des artefacts de la plus haute importance. L'hélicoptère s'efface sous l'horizon. Les vrombissements de son rotor s'amenuisent. Dans la planque d'Akira,
Depuis les marches d'escalier, numéro 41 observe l'engin s'éclipser. Il arbore un sourire espiègle. Kaori fait son apparition sur la scène théâtrale, nomme Tetsuo, mais ce dernier n'est plus là. Sur le porte-avions, c'est l'effervescence. Des pilotes prennent des places dans des VF-9 et attendent les consignes de la tour de contrôle. À croire que l'armée américaine a prévu une attaque surprise sur Neo-Tokyo. Tout à coup, un Mirage allume ses réacteurs et s'apprête à décoller. Lancé à fond la caisse sur le pont d'envoi, il fait soudainement face à une silhouette en bout de piste. Tetsuo. L'explosion est inévitable. Elle nous rappelle inconsciemment celle causée entre l'adolescent et Takashi au début du manga. L'effroi et la panique s'emparent de tout le personnel présent sur le cargo. À l'intérieur, les scientifiques se tiennent au courant de la situation. Promptement, Karma Tanguy réagit, écarquille ses orbes, cambre son torse sous le regard médusé des savants. Il est ici. Et nous voyons alors Tetsuo déambuler posément dans les couloirs du navire. Il arbore ce même sourire espiègle. Le moine tibétain sue à grosses gouttes. Il présente une convulsion faciale digne d'un Chosan. Les scientifiques pointent le regard vers la porte d'entrée, interrogatifs, se demandant qui est là. La tension monte progressivement. Les néons viennent de s'éteindre pour se rallumer aussitôt. Et Karma Tanguy exhibe un visage terrifié. Tetsuo est présent, tout proche du bureau alors recouvert de documents en tout genre. Toute l'assistance se retourne, surprise par cette prompte intrusion. Elle se questionne même sur qui elle a affaire. Cependant, Bernardi exclamera sans différer le nom de numéro 41. L'adolescent est ébobie d'être reconnu et connu, et nous aussi d'ailleurs. Comment le savant peut-il être au courant de l'identité de Tetsuo? Ou peut-être était-ce que le fruit de sa lumineuse intuition? Le jeune s'assied et observe une image sur un moniteur. Joris lui précise que ce graphe est une représentation 3D de la troisième manifestation, fort différente de la seconde. Elle lui émet ses doutes qu'Akira en soit la cause, et lui fait comprendre que ce pourrait être lui, Tetsuo, qui en fut le responsable. L'adolescent se retourne, sourire aux lèvres, et demande aux polymathes leur intérêt de se pencher sur numéro 28. Dubrovski est estomaqué par les facultés télépathiques du jeune homme, qui les questionne alors. Souhaitez-vous inventer une innovante source d'énergie pour la paix du monde, ou une nouvelle arme dissuasive pour le soumettre? Mais le souci des scientifiques, selon les mots de Bernardi, c'est surtout d'être en présence d'une telle source d'énergie, et que celle-ci ne puisse être contrôlée. Et l'adolescent continue avec des affirmations maintenant provocantes. Il fait nettement comprendre aux savants que leur discipline n'est pas capable de voir plus loin que le bout de ses instruments de mesure. La vérité est une merde que vous regardez au travers d'une épaisse lentille. Joris reste stoïque face à tant de dénigrement et révèle aux jeunes qu'ils veulent juste en savoir plus sur le pouvoir d'Akira. Et Hawk, sûrement plus offusqué par un tel radotage, objectera même au travers d'une épaisse lentille. Tetsuo, toujours très calme et courtois, s'embourbe alors dans un monologue adipeux sur une succession de cases claires et ventilées. Il gesticule constamment ses bras pour accompagner son allocution et commence à paraphraser les propos de Miyako. Il parle de sa propre expérience et son avidité à plus de puissance, pour ensuite métaphoriser sur le concept de flux, sur ce courant invariant, origine du temps et de toute énergie. À entendre son discours, on pourrait presque le qualifier de bon élève, tant il récite bien sa leçon, apprise de la bouche de numéro 19, et tant il sait la rendre inintelligible aux oreilles de ses auditeurs. L'important est d'être conscient de ce flux et de le contrôler. Mike s'interroge, car c'est tout justement ça qu'il recherche, le contrôle. Mais Tetsuo lui fait comprendre que c'est difficile à expliquer avec de simples mots. Cela doit être d'ailleurs impossible. Mais le jeune ne perd pas espoir. Il arbore un visage désinvolte sur un fond devenu soudainement sombre, semblant accentuer la dramaturgie du moment. Karma Tanguy réagit. Il s'enveloppe d'une frayeur zygomatique, engendrant la surprise des savants. Il commence même à beugler, provoquant leur inquiétude. Et lorsque tout le monde se retourne pour de nouveau faire face à Tetsuo, ce dernier est en train de faire léviter ses documents en tout genre qui jonchaient sur la table. La vignette est magistrale, elle est terrifiante et déroutante. En arrière-plan, les scientifiques, la science, ombrée, soumise à l'épouvante, plongée dans l'obscurité et spectatrice de l'inéluctable. Face à elle, numéro 41, une posture décontractée et le regard absent. Lui, et toute cette paperasse virevoltante, ne possède aucune trame, intégralement immaculé de toute sa splendeur. Cet arrêt sur image, encore une fois totalement maîtrisé, semble nous montrer ce courant invariant, nous révéler son impétuosité. Embringuée par sa célérité, toutes victimes de sa fatalité y apparaissent finalement figées, statiques, passives, morfondues par ce vertige obscur de la fascination.
A contrario, celui qui put s'en extraire, sciemment, se condamne indifféremment à observer et à vaguer dans la plénitude absolue. Le visage de Tetsuo s'assombrit alors. Il semble rejoindre ce flux pour prononcer, le sourire puant d'orgueil, une sentence exécutive à cette science sans conscience. La science et la vérité sont de dimensions différentes. Par cette phrase singulière, transcendant les théories relativistes, numéro 41 nous fait comprendre que la vérité existe, unique et intangible, mais qu'elle est tout simplement inaccessible. Finalement, le monde ne serait plus une question de volonté, de représentation ou d'interprétation, mais bel et bien une entité intellectualisable. Son entendement ne serait possible et palpable qu'au sein de cette autre dimension, impénétrable et hermétique, hors de ce flux constant et invariant. Et le jeune s'éclipse, générant comme un trou noir, propulsant violemment son assistance contre l'appareillage électronique, causant dégâts, douleurs et désarroi. Hawk, l'offusqué, est d'ailleurs dans une mauvaise posture. Depuis les couloirs surchargés du porte-avions, résonne le ricanement de Tetsuo, un écho sarcastique qui se propage même au-delà de la flotte navale. Perchée sur le balcon de la tour principale du temple, Miyako observe le levant. Elle tient son mala dans la main droite et pense à Kei. Pendant ce temps, sur leurs engins respectifs, Kai et Kaneda tentent tant bien que mal d'avancer, mais la complexité du terrain rend la tâche difficile. Cependant, ils paraissent maintenant tout proches du monastère. De son côté, Yamada, toujours bien surveillé par Ryu, fait réception de son paquet. Il conseille à ce dernier de partir, il ne voudrait pas être dans l'obligeance de le tuer. L'anarchiste ricane. L'espion déverrouille le code et ouvre la mallette. Même si son contenu n'est pas très lisible, il se pourrait bien que ce soit un armement sophistiqué. Dans la planque d'Akira, Migite est présent, à croire qu'il doit être bien désorienté. Il se surprend de la prompte apparition de Tetsuo et lui demande une audience. Il souhaite organiser un grand rassemblement afin de faire front à l'influence grandissante de Miyako. Il imagine une cérémonie où l'Empire pourrait faire une démonstration de force à ses citoyens. Numéro 41, apaisé pour une fois, trouve l'idée intéressante. Il acquiesce. Sur une succession de cadrages serrés, Yamada se prépare. Sa gestuelle nous est parfaitement décortiquée. Il s'habille, se bande, connecte son poignet droit à une machine de guerre. Le tout sous un visage qui empeste la concentration. Ryu, toujours présent, l'observe et s'interroge. Il conclut alors que l'espion va user d'une arme biochimique. Biological Chemical Weapon, pour respecter la traduction. Il commence à le sermonner, prétendant qu'avec un tel arsenal, ce n'est pas seulement les hommes de l'Empire qu'il va éliminer, mais toute la population de Néo-Tokyo. C'est la raison pour laquelle je te demande de t'enfuir, lui retorque Yamada, preuve qu'il s'apprête à effectuer un véritable génocide. Mais Ryu, fou de rage, refuse cette situation et tente d'arrêter l'espion. Mais ce dernier lui colle un bel uppercut, lui réclamant de ne pas le sous-estimer et de faire attention à la direction du vent. Encore un détail qui dénonce la venue d'un prochain carnage. Pendant ce temps, Kai et Kaneda font leur intrusion dans le camp de réfugiés. L'adolescent, avec beaucoup de fougue et d'arrogance, ordonne à la populace de s'écarter du chemin. Miyako est aussitôt mise au courant de l'arrivée de Kei, mais apprend aussi qu'elle est mal en point, ce qui la contrarie profondément. Ils introduisent délicatement la jeune femme à l'intérieur du monastère. C'est d'ailleurs fou de constater comment Chiyoko a complètement disparu de la circulation. Allongée sur un futon, Kei reçoit les premiers soins des mains séniles et contractées de la prêtresse. Elle lui masse le visage. Kaneda, accroupi juste à côté, propose de faire venir un docteur, mais un moine le redresse spontanément afin qu'il se taise. Encore une fois, avec ses remarques futiles, l'adolescent nous démontre toute son ingénuité et sa méconnaissance totale du monde qui l'entoure. Mais ici, cette flopée de balourdises nous est déballée, surtout pour attester les préoccupations qui envahissent le jeune homme en ce moment. Kaneda est fortement attaché à Kei, et bien que nous le savions déjà, il n'y a aucun mal à le rappeler, même au travers de répliques frivoles. Kyoko, qui était allongée tout proche, tranquillise le garçon et lui assure qu'elle ira mieux très prochainement. Kaneda se relève, contemple son ami sous un regard apaisé et sort de la salle. Il rejoint Kai, qui finalement n'a pas de droit d'accès, et nous deux jeunes quittent les lieux. À ce moment, Masaru fait son entrée, tracté par un moine. Et un plan large, baigné par une ombre douce et uniforme, nous montre une scène impétueuse. Dans le passé, juste avant la manifestation de Tetsuo, Miyako avait fait comprendre à Kei que c'était son destin de se retrouver ici même, dans son monastère, avec les deux autres mutants. Plus récemment, elle annonça à Kaneda toute l'importance qu'elle dévouait à Kei et la nécessité absolue de sa présence en ce même lieu. Ceci semble chose accomplie.
les désirs de numéro 19 ont été exaucés. La voilà maintenant réunie, dans cette vignette doucement ombragée, à ces trois êtres qu'elle convoitait tant. Mais pour faire quoi? Nous ne savons toujours pas quel est le plan de la prêtresse. Elle ne s'est jamais ouvertement déclarée à ce sujet. Jusqu'ici, tout ne fut que le fruit de spéculations diverses et variées, mais d'aucune affirmation. Il est évident, à ce moment précis du récit, que Miyako demeure un personnage central de l'œuvre, mais cette centralité fut systématiquement baignée par une fuligineuse opacité, par une vapeur intellective explicite. Le mystère qui enveloppe la vieille, en vigueur depuis son dialogue avec Nezu dans l'épisode 19, ne cessa de croître au fil de ses furtives apparitions. Initialement inquiétée par Akira, par son futur réveil et son imminente manifestation, elle ne se préoccupa par la suite, après le cataclysme, que de l'état de santé de Tetsuo et de la présence de Kei dans son monastère. Jamais elle ne mentionna numéro 28 dans ses nouveaux discours. Je ne pense pas que Miyako puisse nier à tel point le jeune môme, ce qui signifierait que nous sommes face à un postulat. Il est tellement évident qu'Akira est le centre de l'intrigue que la prêtresse n'a nullement besoin de le citer. Bref, la vue de ce cadrage ouvert, baigné par une ombre douce et uniforme, semble marquer l'activation du plan Miyako. Et nos trois mutants conversent alors. Masaru est conscient que Kei est affaibli, mais la vieille confirme son indispensabilité. Aussitôt, dans une posture de recueillement, Kyoko accentue sur le véritable enjeu, Tetsuo. Et dans une phrase intéressante, elle précise que le problème est surtout l'état de son évolution. Je dis phrase intéressante car la mutante écrit Tetsuo en katakana, au même titre qu'Akira, Miyako, Masaru ou Takashi. Elles n'usent pas des kanji habituels pour nommer l'adolescent, ce qui prouve bien qu'elle considère numéro 41 comme partie intégrante de la famille, partie intégrante du projet, partie intégrante d'eux-mêmes. Donc pourquoi pas, partie intégrante de leur finitude. Et je trouve ça superbement captivant, même si une telle écriture fut déjà présentée aux prémices de l'épisode 19. La prêtresse prétend alors que tout se déroule bien jusqu'à présent, une remarque surprenante, surtout lorsque l'on sait qu'elle ne cessait de démontrer de la préoccupation sur l'état de santé de Tetsuo. Peut-être est-elle en train de sentir son apaisement actuel? D'ailleurs, Masaru précisera qu'il est primordial de parfaitement appréhender cet état de santé. Si ces présentes pages marquent véritablement l'activation du plan Miyako, le mystère, lui, est toujours très présent et pesant. Il est évident qu'on en saura plus une fois Kei rétabli. À la sortie du monastère, Kai et Kaneda refoulent une bande de merdeux qui jouaient sur la Security Ball. Ils prennent alors acte de la présence de Joker, venu récupérer ses motos, mais ils constatent qu'il en manque une. Kaneda, dans une case comique, s'échappera en courant. Noyé dans les débris de Neo-Tokyo, sous un pont ombragé, un sbire de l'Empire manie l'aérographe et calligraphie des idéogrammes. Planqués derrière un pilier, quelques gueux observent et se questionnent. Ils remarquent alors les kanji du Grand Empire, annonçant l'organisation d'un rassemblement populaire. Et une magnifique double page nous montre alors, dans un dépouillement graphique colossal, le stade olympique en ruine. C'est d'ailleurs surprenant de se retrouver en ce lieu, car même si nous ne le vîmes que peu de fois dans son entièreté, on y fit, au début du manga, allusion à maintes reprises. Entre les attentats orchestrés par l'organisation antigouvernementale de Nezu, l'événement sportif qui allait prochainement s'y produire, et la base militaire secrète qui se trouvait juste en dessous, le stade olympique, comme localisation, fut l'arène de bien des intrigues. Et, à l'instar de Neo-Tokyo, il nous est révélé ici, dans son intégralité, après avoir été ravagé. Posté face à un panneau décrépit, Migite, toujours très élégamment habillé, arbore un sourire qui respire la confiance. Il a l'air décidément très fier de son idée de grand rassemblement. Au milieu des édifices périclités, la voix de l'homme-oiseau se fait entendre. Perché sur les hauteurs, dans une vue plongeante vertigineuse, il invite tous les citoyens de l'Empire à assister à ce rassemblement, précisant avec vigueur que c'est une obligation. La populace écoute ses paroles avec consternation. Les festivités auront lieu dans l'enceinte du complexe sportif, en honneur au Daikaku-sama. À terre, un sbire vocifère aussi sur son microphone, ordonnant à ce même peuple de ne pas se laisser influencer par Lady Miyako. Bref, on sent l'Empire motivé par son initiative. Et sur une succession de cases hétérogènes, nous observons, chacun à leur tour, Yamada, Miyako et les autres mutants, Kaneda et le reste de la bande, apprendre à l'avènement de cette grande assemblée. À l'intérieur du stade, Migite énonce les directives et pousse ses hommes à être effectifs. Il souhaite utiliser la flamme olympique comme symbole et ordonne à son sous-fifre de la faire briller durant au moins 24 heures.
Décidément, notre Golden Boy est très méticuleux sur chaque détail. Il donne vraiment l'impression de jouer sa carrière politique sur ce futur événement. Dans les rues de la cité, les soldats de l'Empire font intrusion dans chaque baraquement afin de forcer le peuple à se rendre à cette fête. Indéniablement, tous les moyens sont bons pour remplir le stade, ce qui renforce encore plus le message politique d'une telle manifestation, et de ce fait, la position centrale de Miguité dans l'instauration de cette monarchie. Mais bref, de gré ou non, nous commençons à voir, sur plusieurs attroupements dispersés, des gens marcher nonchalamment en direction de l'arène sportive. Leurs pas sont guidés par les recommandations d'un sbire qui précise même que c'est le premier événement officiel du pays. Un plan séquence nous montre alors cette foule en train de pénétrer dans le stade. Des feux d'artifice se font entendre et la populace prend place sur les tribunes. Sur l'estrade, un type hausse la voix et teste le micro. Les spectateurs sont interloqués qu'il y ait de l'électricité en ces lieux. Et le chauffeur de scène commence par ces mots « Peace » avant d'annoncer l'arrivée du grand Akira et de Tetsuo. La case suivante est à la fois impressionnante et déroutante. Numéro 28, assis sur son trône kitsch et décoré d'artefacts mécaniques, est transporté par une dizaine de gaillards. Cette illustration est emplie d'un symbolisme religieux déconcertant. On y sent la dévotion, la soumission et la passion. La candeur des porteurs contraste remarquablement avec la trame bariolée du siège qui soutient un Akira totalement impassible, comme toujours. Et le cadrage, dans une onctueuse contre-plongée, donne une force spirituelle à l'image qui dépasse tout entendement. Légèrement en avant, Tetsuo amorce le cortège, d'un pas décidé. La dernière fois que nous avions assisté à un tel cirque, c'était durant l'épisode 54, il y a un peu moins de 2 ans, lors de la distribution de soupe, juste avant le premier délire de numéro 41. À cette époque, le contexte arrive à nous faire comprendre une pareille extase. Mais maintenant, après tout ce qu'il s'est passé, après tous ces événements racontés, cela semble inapproprié. Pourtant, les faits sont là, ce qui nous laisserait penser que Tetsuo est finalement toujours très friand de ces exhibitions, très avide de cette farce, et qu'il s'amuse grandement à conduire ce pèlerinage face à une foule hystérique et fanatique. D'ailleurs, au cœur de cette marée humaine et compacte, Yamada tâche de trouver une percée. Il souhaite rejoindre ce cortège afin de faire parler son BC Weapon. Mais une main inconnue agrippe son épaule droite. Il se retourne et voit Ryu lui infliger un violent coup dans l'estomac. Effondré à terre, il est ensuite traîné jusqu'à la ruelle adjacente, pendant que la procession pénètre à l'intérieur du stade. Le chauffeur de scène acclame, d'une façon quasi jouissive, l'arrivée de son empereur. Akira montre un visage totalement incoloré, pareil d'une inexpressivité absolue, alors que numéro 41, mouvé par son addiction, s'agenouille, inclinant son front. Si réellement les deux enfants s'inscrivent hors de ce courant invariant, ce diptyque joliment présenté nous prouve qu'il existe encore un fossé énorme entre eux, tout du moins dans sa forme, renforçant d'autant plus l'emprise psychoactive qui assujettit Tetsuo. De plus, nous remarquons que Kaori n'est pas présente dans l'assistance. Cela signifierait-il quelque chose? Dans le porte-avions, les scientifiques se trouvent près de l'infirmerie. Ils sont rejoints par l'amiral qui s'attriste de l'état critique du Dr Hawk. Le militaire tâche de s'excuser sur les causes de l'incident qui, selon lui, aurait été dû à un court-circuit électrique. Mike est consterné. Lui et ses confrères avaient rédigé un rapport sur ce qu'il se passa au laboratoire. Mais apparemment, le chef des armées ne l'a pas lu. Et pourtant si, il l'a lu, mais il n'en croit pas un mot. D'après lui, personne ne peut entrer ou sortir de ce navire sans être détecté par les radars. À l'entente de cette phrase, nous nous trouvons clairement devant une fracture évidente entre ces deux disciplines qu'Otomo avait de nouveau regroupées dans cet hémicycle. Selon les dires de Tetsuo, il y avait un fossé d'un point de vue cognitif entre la vérité et la science. On remarque ici qu'il y a un gouffre d'un point de vue relationnel à présent entre cette même science et le militaire. Mais pourquoi donc mettre en scène des chercheurs et rendre invalide par la haute instance des armées leur simple témoignage? Nul doute que c'est pour faire monter la tension, faire monter la sauce, ou tout bonnement faire monter pour mieux chuter. Sans quoi, nous nous trouvons face à une incohérence perturbante. Bref, sur une page entière, de par un travelling horizontal, nous nous éloignons du porte-avions, assistons à un timide lever de lune, pointons notre regard sur les lueurs diaphanes de Néo-Tokyo, pour finalement nous embraser les iris par cette ondoyante flamme olympique. Juste à sa base, un groupe de J-pop se déambule sur scène. Percussions, batterie, clavier, guitare, chœur, tout y est, et dans un style punk profondément années 80. La musique a l'air frénétique, les paroles, elles, sont dans la plus pure tradition propagandiste.
Elles dépeignent un univers sombre qui a pour unique échappatoire le grand Akira. Et son nom est crié a cappella. Dans une pièce close, Yamada frappe du poing. Il est fou de rage. Il a été enfermé ici par Ryu. L'anarchiste est d'ailleurs dehors, l'arme chimique à la main, en train d'observer le rassemblement et ses lueurs depuis les hauteurs de la ville. Au stade, une distribution de bouffe s'opère et on commence à voir des gamelles remplies de soupe aux comprimés. Dans les tribunes, c'est la déchéance. Certains s'exhibent, d'autres sont complètement amorphes, quelques-uns prient. Sur l'arène, le chauffeur de scène annonce la suite du spectacle. Avachi sur un siège, Tetsuo semble désabusé. En arrière-plan, Akira, lui, est droit comme un i. Un contraste des postures qui force au sourire et prouve que numéro 41 n'est finalement pas si friand que ça. Migite vient alors converser avec lui, le suppliant de faire une petite démonstration de ses pouvoirs. Nous savons tous que notre Golden Boy fut très minutieux dans la préparation de ce rassemblement. Il semblait même y jouer sa carrière. Cette soudaine demande faisait donc partie du programme. Elle faisait partie de son plan politique. Ce qui explique l'absence de Kaori dans l'assistance, sa seule présence pouvant influencer grandement le comportement de Tetsuo. Et ça, Migite le sait. C'est pour ça qu'il ordonne à la jeune fille de rester dans la planque d'Akira, afin de pouvoir tranquillement faire sa demande de démonstration à numéro 41. Mais ce dernier hésite d'un mouvement de la tête. Migite insiste. Il prétend que cela unira le cœur des gens. Pendant ce temps, l'un des sbires de l'Empire fait léviter un caillou, sous la huée du public. Il tire la tronche, et c'est sûrement en le voyant aussi désabusé que Tetsuo finit par accepter la proposition de Migite. Le jeune se lève, posément, et amorce son avancée sous les émois d'une foule médusée. Un plan magnifique nous le montre de dos, plombé par la nuit profonde, la cape tourbillonnante, avec un halo sélénique scintillant au-dessus de sa tête. Il observe notre satellite, qui projette au sol une ombre précise. Il se retourne ensuite vers Akira. Que dirais-tu de la Lune, par exemple? Numéro 28 exhibe son faciès impassible, déroutant, ouvre la bouche et lui rétorque « La Lune ». Cette scène est bouleversante, elle nous replonge immédiatement dans le délire de Tetsuo, où il avait conceptualisé cet instant. Mais, et on est en droit de se le demander, l'adolescent a-t-il fait cette proposition en repensant à ce cauchemar, ou ne fait-il que répondre à une douce fatalité? Où se trouve la frontière entre la prémonition et l'accomplissement d'un acte imagé? De plus, et c'est maintenant officiel, Akira parle, et Lune fut bel et bien le premier mot qui sortit de sa bouche. Mais que se cache-t-il derrière ce kanji ma foi fort banal? Un ordre? Depuis quand numéro 28 est animé par le désir? Depuis quand ce mioche, impassible, imperturbable, stoïque, souhaite? Depuis quand il veut, impose, propose, subodore? Plongé dans une passivité absolue depuis qu'il s'extirpa de sa chambre froide, le voilà soudainement actif. Mais qu'est-ce que cela signifie? Que cherche-t-il à faire avec la Lune? Quelle est la finalité de son postulat? Où veut-il en venir? A-t-il un plan? Si c'est le cas, quel parallèle peut-on faire avec celui de Miyako? Vont-ils dans la même direction? La vieille avait ordonné à Tetsuo d'arrêter les cachetons pour qu'il puisse pleinement exprimer son pouvoir et s'extraire du courant invariant. C'est ce qu'il se produisit. Numéro 41 stoppa la drogue, mais il y avait une intention derrière cet ordre. Ici, Akira édicte la Lune à ce même Tetsuo. Mais pour produire quoi? Dans quelle finalité? Numéros 19 et 28 font partie de cette génération d'enfants qui furent choisis pour répondre à un programme eugénique précis. La première ayant ouvert la voie au second. Mais au-delà de ces expérimentations infécondes, de par la simple existence de ces mutants, n'y a-t-il pas une intentionnalité commune? Au travers de deux cases vaporeuses, balayées par un travelling arrière, se cachent en fait des dizaines de questions. D'où ce choc énorme de savoir Akira actif, ce qui postule bien que cette relation lysergique qui l'unit à Tetsuo prend ici une toute autre dimension. Bref, Tetsuo acquiesce et observe de nouveau notre satellite. Il disparaît alors, promptement, faisant valdinguer le parquet de l'estrade dans une image invitant à l'ébahissement. Le public est consterné, il tâche d'apercevoir l'adolescent. Akira, lui, pointe son regard en direction des cieux. Et une illustration colossale s'offre à nous. Emmitouflé dans le ténébreux mutisme de la nuit, le stade olympique illumine ses gradins sous un clair de lune. On resterait des minutes entières à contempler ce visuel, tant il est lénitif et mélancolique. Mais la caméra effectue son zoom sur le firmament, s'approche de notre satellite, et une double page impétueuse nous montre alors Tetsuo, lévitant dans l'espace, tête en bas, faire face au cratère de Copernic. L'apesanteur le dépose ensuite mollement sur l'étendue sélénique, dans une planche à la symétrie chromatique interpellative. L'adolescent entame une marche.
Et, dans la profondeur du silence, il commence à convulser son visage, écarquiller ses orbes, pour générer une véritable explosion sur la croûte lunaire. Il s'extrait du sol un impressionnant geyser de matière qui offre toute sa dimension lorsque nous le considérons de très haut. Sur Terre, dans un laboratoire astronomique, des scientifiques se pressent et s'excitent pour observer ce phénomène. Depuis le porte-avions, Mike et ses confrères usent d'une paire de jumelles pour contempler l'événement. Sur les gradins du stade olympique, le peuple admire ce spectacle à l'œil nu, car il est parfaitement visible ainsi, sans besoin d'une lentille épaisse. La science et la vérité sont de dimensions différentes. Un autre cadrage spatial nous montre alors cette catastrophe et tout son gigantisme, avec en arrière-plan la planète bleue. Mais sur cette case, il y a un réel souci d'éclairage. Si nous sommes en époque de pleine lune, depuis cette dernière, la Terre devrait se contempler à contre-jour, recouverte d'un liseré lumineux, avec pourquoi pas le soleil très loin au fond. Or ici, l'embrasement est latéral, et cette même illumination sera réutilisée à la page suivante, lorsque Tetsuo s'apostera face aux débris rocheux. Bien évidemment, cette dernière image est d'une poésie fabuleuse. Voir le jeune, ainsi, en train d'observer sa planète est d'un onirisme soporifique, mais l'éclairage est mauvais. Nous savons tous qu'Otomo use de la lumière, et surtout des ombres à des fins purement esthétiques. Il est avant tout à la recherche d'une beauté visuelle, et on ne peut que le féliciter de ce choix. Cependant, dans ce cas présent, je me demande si c'est une erreur de sa part, ou vraiment une recherche d'esthétisme. Tâchons d'imaginer Tetsuo, blotti sur son rocher, en train de contempler une terre en contre-jour, enrobée de son halo rayonnant, où seul l'éclairage urbain scintille, suggérant de ce fait la baie de Tokyo. Cela n'aurait-il pas fait un visuel percutant? Bien évidemment, je chipote, bien que, car nous savons tous qu'ici, sur cette dernière case, l'important n'est pas cette terre et son illumination, ce n'est pas cette vue féerique d'un Tetsuo qui considère sa planète. Non, ce qui est perturbant à ce moment, c'est d'observer le jeune homme blotti contre un rocher, comme s'il était agenouillé sur une partie démesurée de cet ADN minéral élaboré par Akira durant ses passe-temps favoris. Le parallèle est troublant entre cette image et celle que nous aperçûmes lorsque Tetsuo s'apprêtait à s'extraire du flux. À croire que notre héros est sans cesse guidé par numéro 28, sans cesse subordonné à sa volonté, sans cesse soumis à son emprise psychoactive. En considérant cette illustration, j'ai vraiment l'impression que les spéculations mentionnées antérieurement se confirment. Akira sera finalement plus actif qu'on ne le pense. Depuis le début de la publication d'Akira dans les pages de Young Magazine, Otomo a maintenu une cadence très soutenue, avec 2 épisodes par mois environ. En cette mi-février 1987, nous en sommes à 85 chapitres, ce qui représente 1500 planches, en un peu plus de 4 ans. Colossal. Mais le 16 mars de cette année, pas de parution dans Young, et Katsuhiro préviendra ses lecteurs avec une illustration digne de lui-même. Apparemment, il est malade. Et si l'on en juge le caractère caustique de cette image, nous pouvons en déduire qu'il est dans un état équivalent à cette lune récemment effritée par Tetsuo. Indéniablement, la cadence infernale qu'il sut préserver durant tant de temps a fini par avoir raison de sa santé. La vie d'un mangaka au Japon, quel que soit son statut, est loin d'être un long fleuve tranquille. Bref, c'est le 6 avril que paraît l'épisode 86, après 2 mois d'absence, et tout débute sur une vue spatiale insonore. Un satellite, qui n'est pas seul, se fait percuter par des débris lunaires. Ces derniers poursuivent leur course jusqu'à l'atmosphère terrestre pour zébrer les cieux de centaines d'étoiles filantes. À terre, les eaux entament leur déchaînement. Une tempête climatique est sur le point d'éclater. Dans le stade, le speaker observe le spectacle et entre dans un délire poétique et pathétique. Sur les tribunes, le public est en pleine ovation. De grosses gouttes commencent soudainement à tapoter le sol, éteignant la flamme olympique. Et les sbires de l'Empire, soumis aux ordres de Migité, abritent Akira sous une longue bâche. L'enfant est distant, mais pointe toujours son regard vers les cieux. Une masse nuageuse se met alors à recouvrir le complexe sportif. Des éclairs pourfendent l'arène, électrocutant le peuple déchu. Un mugissement énorme résonne depuis les hauteurs d'un immeuble. Un bloc de béton s'y arrache et tombe à l'endroit même où se trouve Ryu, qui est touché de plein fouet. Toujours enfermé dans sa pièce, Yamada entend tout ce vacarme et constate que la porte vient de s'ouvrir sous le poids d'un rocher. L'espion sort immédiatement, voit l'anarchiste inconscient et prend connaissance du spectacle abasourdissant. Subitement, Tetsuo réapparaît au centre de l'arène, dans une image flamboyante et virulente. Il se rapproche d'Akira, qui l'observe attentivement. « Je suis maintenant de retour », s'exclame-t-il, l'air apaisé et satisfait.
Des vagues gigantesques commencent à percuter les berges de Neo-Tokyo, inondant encore une fois la ville de flots tumultueux et dévastateurs. Dans le temple de Miyako, qui semble être à l'écart de tout ce désastre ambiant, la prêtresse s'entretient avec les autres mutants. Elle est indéniablement surprise par le pouvoir de numéro 41, et elle ne s'imaginait pas à une croissance aussi brutale. Tous s'accordent que, dans ce nouveau contexte, les moments de répit seront rares. C'est pour cela qu'ils ne doivent plus perdre de temps. La vieille veut clairement amorcer son plan, mais Masaru lui fait savoir que Kei n'est toujours pas rétabli. Miyako acquiesce, mais reste catégorique. Elle ne peut plus se donner le luxe d'attendre. De plus, Kyoko lui précise que si cette montée en puissance de Tetsuo se prolonge, cela pourrait affecter Akira. Et je me rappelle alors des premières planches de l'épisode 19, sorti il y a déjà bien longtemps, lorsque le colonel embarquait Tetsuo dans son hélicoptère, après la guerre des gangs. À cet instant, Kyoko conversait avec ses confrères, leur affirmant que les pouvoirs de l'adolescent étaient grandissants, et qu'ils pourraient même surpasser ceux d'Akira. Durant son élocution, on avait senti que rien ne pouvait être au-dessus de numéro 28, comme si ce dernier devait être l'artisan d'un accomplissement. Et dans ce présent actuel, maintenant calfeutré dans le monastère, les prémonitions et doutes de Kyoko semblent enfin se concrétiser, confirmant bien ce ressenti et cette évidence incontestable que ce jeune môme se doit d'être actif. Mais la prêtresse est confiante. Selon elle, Tetsuo contrôle son pouvoir, même s'il n'aura bientôt plus la capacité physique de le contenir. Pour elle, tout est question de préserver cet équilibre délicat, comparant subtilement numéro 41 à notre satellite désormais perforé. Et là aussi, pour accompagner cette métaphore, Otomo use d'un visuel spatial qui accumule les erreurs d'éclairage et de positionnement astral. Depuis la Terre, la dépression causée par Tetsuo est visible. Or, sur cette présente case, nous voyons bien qu'elle se trouve dans le côté obscur de la Lune, aux antipodes du cratère de Copernic. De plus, la lumière ne correspond pas à la temporalité nocturne de l'instant. Encore une boutade grotesque de la part de l'auteur, mais celui-ci voulait certainement mettre en évidence l'énorme protubérance de notre satellite et ses récents anneaux en formation. Ceci dit, il aurait pu choisir un autre cadrage tout en restant impactant afin de mieux respecter la réalité astrophysique du moment. Bref, dans Les Souterrains, Kaneda montre à Joker la plateforme volante qu'il avait découverte durant sa traversée. Il espère troquer cet engin contre la moto qu'il pulvérisa lors de son intrusion au QG. Cependant, le boss des clowns n'est pas dupe. Il est parfaitement conscient que ce tas de ferraille ne vaut pas la bécane perdue. Les deux jeunes se chamaillent, en viennent au point afin de relaxer une atmosphère tendue. Mais Kai les interpelle subitement. Un bruit glauque et profond s'approche d'eux. Ils s'immobilisent, regardent dans la pénombre du tunnel, et une masse aqueuse déferle dans leur direction, accompagnée par cette sonorité grave et répétée. Stupéfaction. L'ébobissement des mioches est unanime. Il faut se faire la malle. Otomo nous embringue alors dans une course-poursuite infernale, à la composition aérée et au séquençage rapide. Les jeunes enfourchent leurs bécanes et tâchent de prendre de vitesse cette fureur aquatique au travers de lignes concentriques. Mais le raz-de-marée les rattrape et deux motards se font embarquer par les eaux. Joker, sur son chooper, tâche d'accélérer, mais son embonpoint aura raison de sa destinée. Il perdra l'équilibre. Il ne reste plus que Kai et Kaneda, sur la même moto, tentant de rouler sur la roue arrière pour amoindrir les frottements. Mais cela ne suffira pas. Ils se feront engloutir à leur tour. La déferlante, toujours aussi véhémente, va alors les conduire jusqu'à la prochaine station de métro. Nos jeunes s'en tirent finalement très bien. Mis à part quelques culbutes, ils se relèvent tous sains et saufs, étonnés quand même par la salinité de l'eau. Depuis le monastère, Kei observe le ciel ombragé, d'où s'extirpe timidement la lueur céleste. Elle est surprise par l'arrivée de Miyako, venue prendre de ses nouvelles. Et sur 6 pages, Katsuhiro va nous embringuer dans un long dialogue, au travers d'un cadrage serré et d'une mise en scène théâtrale, où, sous un semblant d'improvisation, tout paraît être le fruit d'une chorégraphie millimétrée. Rejointes par les deux autres mutants, nos 3 numéros vont alterner leurs vocables, afin d'énoncer à Kei que Tetsuo est capable, tout en conservant sa personnalité, de produire un pouvoir équivalent à celui d'Akira. Et il souhaite utiliser la puissance de ce premier pour éliminer ce dernier. Enfin, la vieille nous dévoile officiellement son plan, éradiquer numéro 28. Cependant, c'est la première fois que nous l'entendons nommer Akira et Tetsuo en même temps. Avant l'annihilation de Neo-Tokyo, elle était intégralement obnubilée par le jeune mutant. Elle désirait impérativement s'en accaparer. Pourquoi faire? On n'en sait rien. Mais par contre, pas un mot de numéro 41. Rien. L'absence totale. En revanche, après le cataclysme, ce fut tout le contraire. La prêtresse ne se souciait que de Tetsuo, de son état de santé.
l'incitant à stopper la drogue pour pleinement exprimer ses facultés, lui promettant même qu'il mettrait fin à ses affres. Par contre, jamais elle ne mentionna Akira. Pas un mot, rien. Fallait-il attendre que les deux jeunes, ensemble, soient hors de ce courant avariant pour que Miyako les nomme enfin dans une même phrase? Quelle est la stratégie de son plan qui semble respecter une chronologie bien précise? De plus, lorsque Kei lui demande ce qui résultera d'une telle action, la vieille répond ne rien savoir. Incroyable. Comment ne peut-elle pas savoir? Le rêve qu'elle fit pendant son coma de 13 années a-t-il une limite? Est-elle arrivée au bout de sa clairvoyance? Les forces mises en jeu sont-elles trop importantes pour sa fragile personne? Ou peut-être que finalement elle le sait, mais ne souhaite le révéler. Ce qui me fait douter que Miyako veuille réellement éliminer numéro 28. Ceci dit, durant toutes ces élocutions, la prêtresse fera profil bas. Non pas comme s'il était endeuillé, mais plutôt comme s'il était muet d'une certaine tristesse. Et lorsque numéro 25 et 27 annoncent à la jeune femme qu'il désire utiliser ses facultés de médium pour catalyser le pouvoir de Tetsuo et le diriger sur Akira, nous comprenons tout de suite qu'ils veulent envoyer Kei au fourneau. Et le visage que nous propose cette dernière à l'écoute de ces mots est unanime. Elle sait qu'elle va devoir se sacrifier pour mener à bien cette mission. Et connaissant son engagement, connaissant son dévouement, nul doute, à l'instar de Sakaki, qu'elle y est pleinement préparée. Tous restent contemplatifs, dans une vignette silencieuse et ombragée. Kei pense à Kaneda, et Miyako le perçoit. La jeune semble être gênée, mais elle dénote une parfaite conscience des enjeux. Elle est lucide. De plus, les autres mutants lui font comprendre qu'ils n'ont plus de temps à perdre, qu'il faut agir avant que la personnalité de Tetsuo ne soit détruite et qu'il n'ait plus le contrôle sur lui-même. Ils nous apprennent d'ailleurs qu'Akira, lui, fut vidé de toute identité après son réveil, qu'il n'est qu'une manifestation pure et simple du pouvoir, prêt à s'exprimer au moindre stimulus. Pourtant, pendant le rassemblement, lorsqu'Akira dit l'une à Tetsuo, il fit preuve d'une grande personnalité, d'une conscience absolue de son être, de ses actes et de son entourage. Erreur de perception? Peu importe. Pour nos mutants, c'est leur dernière chance, et Kei demeure pensive et évasive, emplie d'une profonde acuité, contemplant sans cesse plus cette tourmente annoncée. Dehors, le Joker et les autres ont refait surface, en laissant perturbés par ce déséquilibre météorologique brutal. Kaneda décide d'ailleurs d'aller voir Miyako afin d'en savoir plus. Il laisse donc tomber le reste de la bande et traîne ses pas dans les ruelles marécageuses. Il a l'air exténué. Par un fendu enchaîné, le visage de Kei, pensif et évasif, apparaît au devant de sa démarche. Et nous retrouvons la jeune femme, sur les hauteurs du balcon, observant les ruines de la cité, mentionner le prénom de son ami. Que se passe-t-il dans la tête de Kei à ce moment? Remettrait-elle en cause son futur sacrifice par amour pour Kaneda? Si les sentiments que porte ce dernier à cette première nous furent clairement exprimés tout au long de l'histoire, le contraire est moins évident, à part peut-être, tout justement, sur cette présente vignette. S'imagine-t-elle son ami en danger suite à l'exécution du plan de Miyako? Même si ce sentiment semble plus altruiste, donc plus en accord avec son personnage, il nous permet aussi de faire une liaison directe avec cette récente apparition enflammée qu'elle fit dans les souterrains, prédiquant la venue d'une situation préoccupante. Dans tous les cas, il est très difficile, à cet instant précis, de savoir ce qu'il se passe dans la petite tête de Kei. Une vue sombre et tourmentée nous est ensuite offerte sur le porte-avions, sujet au balancement houleux et frénétique de la mer. Dans une pièce médicale, Dubrovsky et Simons sont aux côtés d'une Joris sous perfusion. L'alarme retentit alors. Les soldats sont priés de se rendre dans la salle d'opération. Dans un couloir plus calme, Bernardi et Mike montrent leur mécontentement à l'amiral de ne pas avoir été prévenus de cette imminente opération militaire contre Akira. Mais le chef des armées prétend que les ordres viennent de la plus haute sphère de l'État, et qu'il n'y peut rien. Les chercheurs se mettent alors à l'offensive, car à aucun moment leur rapport ne fut pris en compte, et ils souhaitent traiter directement avec le président. L'amiral se retourne promptement, et montre un visage qu'on ne lui connaissait pas. Vu en contre-plongée, il semble incarner l'autorité absolue. Pour lui, il n'y a pas de débat possible. Le succès de l'opération justifiera les pertes. Rien à rajouter. Incontestablement, cette sentence sonne comme une rupture relationnelle définitive entre le scientifique et le militaire. Pourtant, au début de l'épisode 72, on avait l'impression qu'Otomo voulait nous exposer de nouveau cette alliance qui sut de tout temps, disons depuis Archimède, unir ces deux disciplines. Et là, on assiste à une scission brutale, sans même proposer d'intrigue, comme il avait si bien pu le faire aux prémices de son récit. En fait, à la vue du visage pétri d'orgueil de l'amiral, on se rend finalement compte que si le gratin de l'investigation scientifique mondiale s'est retrouvé dans ce porte-avions, ce n'était pas
pour instaurer une ultime symbiose atemporelle avec l'armée, mais bel et bien pour se confronter à Tetsuo, pour se confronter à la réalité. Dans la salle d'opération, un gradé donne les directives à ses soldats, leur présentant une carte avec le point de chute et une photo de George Yamada, qu'ils devront rejoindre une fois sur place. Tous sont à l'écoute, tous sont aux ordres, tous sont équipés d'une arme biochimique, et c'est dans un cadrage hollywoodien qu'ils embarquent à bord d'un hélicoptère. Cette bataille est la plus importante de leur carrière, elle est l'avenir du monde, elle est l'avenir de l'humanité. Au stade olympique, l'accalmie semble revenue. La troupe de l'Empire s'est abritée dans un corridor. Akira est toujours sur son trône, recouvert d'une bâche. Migite se demande alors où est Tetsuo. L'un de ses sbires lui apprend qu'il est allé au fond du couloir. Soudain, un hurlement frissonnant résonne depuis les profondeurs. Numéro 28 se redresse, observe de son regard malaisant. Il est indéniablement en connexion. Il sent quelque chose. Le Golden Boy ordonne à son sous-fifre d'aller voir. Ce dernier s'exécute et s'approche de la source sonore d'un pas rapide, mais cesse brutalement sa course. Son visage se pétrifie dans une troublante torpeur. Et nous remarquons Tetsuo, dans une case obscurcie par la trame, à genoux, la bouche grande ouverte, les orbes oculaires éclatants, le bras droit complètement métamorphosé en un amas de chair sirupeux et gluant. L'image est perturbante, dérangeante, inquiétante, déroutante. Elle nous emplit d'une profonde incompréhension, nous plonge dans une abstrusion évidente. On serait presque en droit, à sa simple vision, de se dire « c'est quoi ce délire ?» Mais son herméticité est trop forte, et notre visage se pétrifie à son tour dans une troublante torpeur. Le sbire recule instinctivement. On a même l'impression qu'il se déplace sans bouger les jambes. Il est totalement apeuré par ce récent spectacle. Son supérieur l'interroge, mais il ne peut répondre. C'est alors que numéro 41 s'approche d'un pas lent, couvrant la partie droite de son corps, celle qui s'est convertie en un amas de chair visqueux et poisseux. Il sue à grosses gouttes, serre les dents, on le sent perplexe et imbibé d'une profonde incommodité. Migite lui demande s'il va bien, et Tetsuo, dans un visage dégoulinant de douleur, lui dira que oui, il n'y a pas à s'inquiéter. L'adolescent, toujours envoûté par ce malaise incompris, lève les yeux au ciel, se questionne, et un fondu enchaîné nous montre la lune décorée de son béant cratère. Cette sublime vignette nous met intrinsèquement en corrélation ce nouveau satellite qui illumine notre firmament et l'état actuel de Tetsuo. Indéniablement, la subite transformation de son corps est due à ce récent déferlement énergétique qu'il accomplit sur l'étendue sélénique. Et quand on y réfléchit plus calmement, c'est quand même Akira qui lui postula la lune depuis l'arène du stade olympique, le guidant directement vers cet exploit inédit. Ceci nous oblige donc à croire qu'au final, numéro 28 s'était bel et bien immiscé dans le cortex de Tetsuo lors de son récent délire, juste après cette orgie sexuelle, pour convenablement le préparer à un tel acte. Ce qui démontre qu'Akira est on ne peut plus actif, et qu'il répond à une dialectique exécutive précise, et le choix de la lune est loin d'être anodin. Car si le jeune môme, dans son isolement, semble être empli d'un pouvoir destructeur et nihiliste, il fait preuve, aux côtés de Tetsuo, d'une incroyable logique de préservation, sans quoi sa requête, depuis l'estrade du complexe sportif, aurait été la Terre, mais il a dit Lune, et numéro 41 est allé sur la Lune. Donc, après avoir obéi à Miyako en arrêtant la dope pour pleinement exprimer son potentiel, même s'il souhaitait avant tout mettre un terme à ses souffrances, on a l'impression que Tetsuo vient d'obéir à numéro 28 pour continuer la lente transformation de son être. Mais peut-on réellement parler d'obéissance de la part de numéro 41 ? Car les faits visuels sont là, ils sont indubitables. En contemplant plus attentivement son visage et le trait précis de son regard, on constate en Tetsuo une certitude nébulisée d'indétermination. Il n'a jamais voulu cela, il n'a jamais désiré être ceci. Et incroyablement, surgit de nos profonds souvenirs cette vignette magistrale, observée durant le délire de l'adolescent, qui montrait Kaori et ses yeux attristés. La bulle qui accompagnait le doux faciès de l'enfant disait « Non, je ne suis pas comme ça ». Et on avait parfaitement compris, à cet instant précis, que ce n'était pas la jeune fille qui murmura ces mots, mais bel et bien numéro 41. Tout se concatène alors à merveille. Tetsuo n'est pas ce qu'il est en ce moment. Il n'a jamais voulu être ce qu'il est en ce moment. Donc je répète la question. Peut-on parler d'obéissance ? Non, on ne peut pas obéir pour être ce que l'on ne désire pas être. Tetsuo n'obéit pas, ni n'est même manipulé, mais semble plutôt répondre à une logique évolutionniste précise. En perpétuelle interaction avec son environnement, il est contraint de sans cesse accepter les changements de sa corporalité pour perdurer dans cet écosystème difficile.
Aucune volonté de sa part, aucun contrôle, seules les lois intangibles de la nature, saupoudrées par des perturbations majeures que l'on pourrait nommer numéro 26, numéro 19 ou numéro 28. Ce regard de Tetsuo, gorgé de perplexité, est d'une précision magistrale. Il ne fait qu'amplifier la détresse de l'enfant, sa solitude ou son désarroi de n'être finalement que le maillon manquant d'une chaîne de numéros. Encore une image forte, admirablement bien exécutée et pleinement maîtrisée par son auteur, qui ne peut nous laisser indifférents. Et comme pour parfaire cette transition métaphorique, nous voyons la lune qui se fait visible au travers des nuages mouvants. La case est alors calligraphiée par ces katakana bien connus. Kaneda poursuit sa chevauchée, observe l'astre à son tour et y remarque son béant cratère. Il est estomaqué, s'interroge, contemple le déluge qui prolonge sa course et met tout en relation. Il arbore un regard furieux, dresse son torse pour défier les vents, et crie le nom de Tetsuo. La dernière fois que nous vîmes les deux kanji sortir de la bouche de l'adolescent avec une force similaire, c'était au début de l'épisode 34. Sol venait de pilonner la base secrète et semblait avoir mis un terme à la vie de numéro 41. Kaneda, soutenant le jeune mutant sur les épaules, s'était alors retourné pour admirer le désastre. Il exposait un visage inquiet et avait hurlé le nom de Tetsuo dans une sonorité térébrante. C'était son ami, il l'aimait, le respectait, et nul doute qu'il devait être envahi, à cet instant précis, par une profonde tristesse. 2 mois et demi plus tard, après avoir survécu au cataclysme d'Akira sans même se poser de questions, c'est un tout autre faciès qu'il exhibe, et son cri vocifère une toute autre sonorité, plus colérique cette fois-ci. Ceci démontre bien à quel point Kaneda est intrinsèquement social. De nouveau sur le devant de la scène depuis à peine 3 jours, il duplique parfaitement bien les ragots de son entourage, surtout ceux de Kai, Joker ou du colonel. Car, en voyant notre lune dans cet état, aucun indice ne pouvait le conduire à une telle conclusion, que Tetsuo soit à l'origine de ce désastre. Je n'y sens même pas une intuition de sa part, mais juste un spasme mimétique inconsciemment révélé. Tout est de la faute de numéro 41. Et pourtant, ce dernier n'a jamais voulu ça. C'est le 20 avril 1987 que sort ce présent épisode 87. Après cette date, Akira n'apparaîtra plus dans les pages de Young Magazine. Pendant près d'1 an et demi, Otomo n'esquissera plus aucune planche, afin de se consacrer intégralement à la réalisation de son film, qui sortira en salle le 16 juillet 1988. Voilà donc pour cette 11e vidéo consacrée à l'analyse d'Akira. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi jusqu'au bout. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, ça fait très plaisir. Donc voilà, tout doucement on se rapproche du final. Donc je précise que l'écriture de la 12e vidéo est quasiment terminée, et même très bien corrigée. Donc je pense qu'elle sera mise en ligne assez prochainement. Voilà, encore une fois, merci pour tout, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.